Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Plusieurs zones du pays envahies par les eaux. À l'origine, les fortes précipitations d'hier. Nous irons à Thiès, Kaffrine et dans la banlieue dakaroise. Pour en parler, le ministre en charge des inondations, Khadim Diop, sera notre invité. Sur l'international en Égypte, l'évacuation de force des places occupées par les pro-Morsi donc vire au bain de sang. Une centaine de personnes ont été tuées au cours de l'opération. D'abord, les activités du président de la République. L'ambassadeur du Canada a fait ses adieux après 3 ans passés au Sénégal. Son Excellence Calvert Wood laisse derrière lui une coopération étroite entre les deux pays, basée essentiellement sur 2 piliers, l'éducation et l'agriculture. Au chapitre des perspectives, le Sénégal, affilié désormais à l'Alliance économique du G8, va nouer un partenariat avec le Canada dans le domaine des investissements agricoles. Le Canada, qui s'occupe du dossier agriculture au G8, son Excellence Perry Kaderwood donc répond aux questions de Pape Biram Biguindiaye. C'est une visite d'adieu. Moi, j'arrive à la fin de ma mission au Sénégal. Je suis ambassadeur du Canada au Sénégal depuis 3 ans et je quitte dans les prochains jours. Donc, j'ai rendu visite au président comme courtoisie et on a profité de l'occasion pour échanger sur la coopération, les relations très étroites entre le Canada et le Sénégal dans les domaines politiques, économiques, développement et dans d'autres domaines. Je suis très satisfait des relations avec les 2 pays. Je dois mentionner qu'il y a quelques mois, le Premier ministre Harper du Canada est venu au Sénégal. C'était un point saillant de mon séjour ici. Mais on voit dans tous les domaines, comme ceux que je viens de mentionner, une forte croissance des relations. Il y a des investissements importants du Canada au Sénégal. Il y a de plus en plus d'intérêt des secteurs privés de nos 2 pays en ce qui concerne le commerce. Nous avons un programme d'aide au développement ciblé sur l'éducation et l'agriculture qui est très actif. Il y a beaucoup de Sénégalais qui étudient au Canada, donc on voit toute une gamme de coopération. Et un dernier point, je dois mentionner qu'on aura le sommet de la francophonie ici au Sénégal l'an prochain. Et le Canada travaille avec le Sénégal, nous offrons nos appuis pour s'assurer que ce sommet soit une grande réussite. Bon, il y a plusieurs dossiers qui sont très actifs, mais je peux mentionner un en particulier, c'est la nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition. C'est une initiative du G8 qui a été lancée l'an dernier. Au mois de juin cette année, le gouvernement du Sénégal a annoncé sa participation de ce programme. C'est un programme où le Sénégal, dans ce cas, s'engage à faire des réformes afin d'attirer les investissements au secteur agricole et des innovations avec l'appui des pays du G8. Le Canada est chef du file pour le G8 de ce projet et on travaille actuellement étroitement avec les autorités sénégalaises pour développer le cadre de ce projet. Voilà l'ambassadeur du Canada au Sénégal qui fait ses adieux au chef de l'État. Depuis quelques jours, le prix du kilogramme de viande a connu une hausse de 400 francs, une situation qui a surpris beaucoup de consommateurs qui s'attendaient à une baisse de ski. Donc, il y a également une baisse de 100 francs sur les autres produits. Oumou Kalsom Sall a fait un tour au marché. Voici son reportage. 2800 francs, c'est le prix du kilogramme de viande de bœuf depuis lundi, soit une hausse de 400 francs. La même augmentation est constatée pour le prix du kilogramme de mouton. Les clients constatent et subissent sans connaître exactement les raisons. On ne sait pas. Ils ne nous ont rien dit. Non, c'est pas facile. C'est trop cher pour une mère de famille. C'est cher. On sort d'une fête, ça doit pas être, c'est pas facile vraiment. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est obligé de faire avec. Voilà. Chez les vendeurs, la raison est toute trouvée. Elle est liée à la situation politique au Mali. Les bœufs et les moutons nous venaient pour la plupart du Mali, mais avec l'élection présidentielle, les troupeaux ne sont pas venus. À Serras, on nous vend le kilogramme à 2600 francs CFA. Les prix du mouton ont augmenté. Et même avec la hausse de 400 francs CFA sur le kilogramme, on ne s'en sort pas.
Au marché Castor, l'autre denrée prisée des Sénégalais se fait désirer. Le poisson se fait rare depuis quelque temps. Beaucoup de pêcheurs ne sont pas allés en mer depuis la Korité. Donc, le poisson s'est raréfié. J'ai acheté deux guises là à 5 000 francs. C'est abordable par rapport à avant, c'est abordable. Mais avant les Korités là, c'était vraiment très difficile. On n'en trouvait même pas. Pour les légumes, seul le prix de l'oignon a connu une baisse. Le kilogramme passe de 600 francs à 500 francs. La pomme de terre, quand même, on dit que c'est cher depuis le marché mondial. Là, quand même, on ne peut rien faire. La qualité, jusqu'à présent, les prix n'ont pas baissé. Carottes, le kilo, c'est à 900. Oui. Choux, 700. Navet, c'est à 500. Tout est cher dans le marché. On ne peut pas manger comme ça, on va vivre comment? Bon nombre de Sénégalais espèrent une baisse prochaine des prix sur le marché. En attendant, il faudra bien faire avec ces fluctuations inattendues. Les négociations entre le gouvernement et le syndicat national des transporteurs routiers du Sénégal ont démarré hier. Les deux parties se sont entendues sur la mise en place des commissions. L'objectif de ces commissions, se pencher sur la plateforme revendicative du syndicat. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre du Travail, des ministres du Travail, de l'Énergie et des Transports. Compte rendu, Saliou Seck. La décision finale prise lors de cette première phase des négociations est la mise en place de 6 commissions qui vont trouver des solutions aux revendications. En attendant des solutions définitives, la rencontre entre le gouvernement et le syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal a permis de lever certaines équivoques. Je peux dire que l'ensemble de la plateforme a été quasiment balayé, à l'exception de 2 points qui n'ont pas pu faire l'objet de discussions approfondies. Et il est ressorti que des points de convergence pourraient être trouvés à travers des commissions qui ont été mises en place à cet effet. Au total, 6 commissions qui vont plancher sur les questions de manière approfondie. Ces commissions seront composées par des représentants des ministères concernés et des syndicalistes. Dans les discussions, les membres des différentes commissions devront prendre en compte toutes les questions pour le développement du transport. Nous sommes tombés d'accord que certaines questions méritent une attention particulière pour le développement des transports terrestres et en particulier routiers. Et nous allons y travailler d'arrache-pied. Cela va aussi bien de la question de la gare des Beaux-Maraîchers que de la modernisation des transports, que la protection sociale des travailleurs. Et ces questions, comme vous le savez, sont des questions qui intéressent au plus haut point le président de la République et auxquelles nous sommes très sensibles et nous allons y consacrer toute l'attention requise. Les syndicalistes se félicitent des propositions qui ont été faites par le gouvernement. Le dialogue initié avec le gouvernement a permis d'arrondir les angles. Et nous nous sommes entendus vraiment sur toutes les grandes lignes, de la sécurité sociale en passant par les Beaux-Maraîchers, la gare routière des Beaux-Maraîchers, sur les tracasseries policières, je pense que vraiment on s'est entendus. Les 6 commissions vont réfléchir sur la plateforme revendicative du syndicat des transports dans un délai de 3 semaines. Pour rappel, le syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal avait décrété une grève de 48 heures pour réclamer, entre autres, la réduction du carburant et montrer son désaccord au sujet de l'attribution de la gestion de la nouvelle gare routière à un privé. Salut Sec, les enquêtes au profit des ménages vulnérables pour les bourses sociales sont prévues le 25 août 2013, mais en attendant, un atelier de renforcement de capacité est organisé pour les enquêteurs et opérateurs de saisie. C'était ce matin en présence de responsables de la délégation générale à la solidarité nationale, Ibrahim Ndong. La réflexion s'articule autour d'un seul point, comment réussir une enquête des ménages vulnérables. Une interrogation qui ne manque pas de réponses, d'où l'objet de cet atelier de formation des formateurs, des enquêteurs et opérateurs de saisie. On est conscient de ce qui nous attend sur le terrain, dans la mesure où nous devons, en tant que travailleurs sociaux d'abord, jouer un rôle d'avant-garde et d'alerte aussi, de conseil aux populations qui ont des problèmes. Pour la réussite d'une telle mission et surtout fiabiliser le processus d'enquête, certains démembrements de l'État sont mis à contribution. Il s'agit de l'Agence nationale des statistiques et de la démographie, de l'Agence de l'informatique de l'État, entre autres.
Après les enquêtes que les enquêteurs vont effectuer, on aura une masse de papier qu'on mettra dans des serveurs, dans une application, à travers une application. Donc cette application-là permettra de faciliter le travail des opérateurs et permettra aussi de gérer le scoring pour avoir le rang des ménages les plus vulnérables du Sénégal. Fini cette période de renforcement de capacité des formateurs et opérateurs de saisie, ce sera au tour des enquêteurs sur le terrain de prendre le relais. Le début des enquêtes, c'est à partir du 25. À partir du 21, le 21 et le 22, les régions vont accueillir ces formateurs-là qui vont former les enquêteurs qui sont identifiés par ces mêmes régions, donc par les comités locaux de ciblage, donc qui ont déjà transmis la liste des enquêteurs identifiés dans leurs régions respectives. Le programme national de bourse pour la sécurité familiale n'a qu'un seul objectif, lutter contre la pauvreté. Installation du remplaçant de Mohamed Sonko au Conseil constitutionnel, Mandiogu Ndiaye a pris fonction ce matin. Après une prestation de serment devant ses pairs, les membres du Conseil ont une fois de plus rendu hommage aux disparus. La cérémonie a eu lieu à la Cour suprême, compte rendu Oumou Baldé. C'est un passage obligé pour tout nouveau membre du Conseil constitutionnel. La prestation de serment en audience publique avant d'entrer en fonction, et Mandiogu Ndiaye n'y a pas dérogé. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution. Il jure ainsi devant ses pairs avant d'occuper le siège laissé vacant suite au rappel à Dieu de Mohamed Sonko. Je voudrais simplement signaler que c'était un ami personnel. Nous avons été ensemble au ministère de la Justice. D'abord, il est magistrat comme moi. Et ensuite, il était au ministère de la Justice, directeur de cabinet du ministre M. Jacques Baudin. En ce moment, j'étais le directeur des affaires criminelles et des grâces. Nous avons des rapports particuliers, vraiment privilégiés. Et je ne peux que m'incliner devant sa mémoire. Mandiogu Ndiaye remplace donc Mohamed Sonko et poursuit ainsi son mandat qui devait arriver à terme en 2015. Je devais prendre ma retraite en qualité de magistrat en décembre, mais si les autorités publiques ont pensé que je ne devais pas me reposer, que j'étais encore utile pour mon pays, je ne peux que m'en réjouir et mesurer encore la lourdeur de la tâche. Devant ses proches, le tout nouveau membre du Conseil constitutionnel est installé avec tous les honneurs par ses pairs qui reconnaissent en lui un profil qui colle bien au poste. Manifestement, votre nomination en qualité de président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite constitue l'aboutissement logique d'un cursus en constante progression. De cette riche expérience, le Conseil constitutionnel pourra certainement tirer profit, d'autant que le tout nouveau membre se dit prêt à donner du sien pour la bonne marche de cette haute juridiction. Voilà, nous parlons à présent des fortes pluies d'hier à Thiès. Après donc les fortes pluies, certains quartiers sont confrontés à la stagnation des eaux. À Nguent, dans la partie nord donc de Thiès, la situation est plus critique. Les maisons sont même abandonnées. La mairie souhaite un plan Diahaï pour reloger 200 familles. La concrétisation du projet nécessite une enveloppe de 2 milliards de francs CFA à l'une Badarakan. Une journée pluvieuse suffit pour retenir ces habitants de Diamogun prisonniers chez eux. À Thiès, l'hivernage est un cauchemar dans certains quartiers. L'eau stagne en permanence. On est vraiment exposé. Le paludisme, les maladies, vraiment tout ça, vraiment on n'est pratiquement pas à l'abri. Donc vraiment on souhaiterait que la municipalité fasse quelque chose pour nous. Le réseau d'évacuation est insuffisant. Résultat des courses, certaines grandes artères sont même submergées par les eaux. La circulation est difficile. Dans la partie nord de Thiès, plus précisément à Nguent, une zone marécageuse, on a fini de perdre le sommeil. Ici, l'eau s'infiltre jusque dans les chambres. Leur quotidien durant l'hivernage est un calvaire. Ici à Thiès, particulièrement à Nguent, c'est 12 mois sur 12. Et nous n'avons que le soutien de notre municipalité avec leurs moyens qui sont vraiment limités. Des maisons sont même abandonnées. Une partie du poste de santé est fermée.
Devant l'urgence, les autorités municipales de Thiès sont obligées d'agir. Nous avons obtenu un financement donc de nos partenaires français de 72 millions pour construire un nouveau poste de santé. Je pense que ce problème-là sera également définitivement réglé. Au grand mot, les grands remèdes, la solution finale passerait par un plan Jaxaay bis. Un tel projet pourrait permettre de reloger 200 familles de Nguent. Au niveau national, seul un bon plan d'aménagement du territoire pourrait solutionner définitivement ce problème. Alioune Badara Kane, la commune de Kaffrine est également sous les eaux depuis hier. Les 166 mm d'eau de pluie tombés sur la ville ont causé des inondations. Même si aucune perte en vie humaine n'est notée, il y a eu d'importants dégâts matériels au niveau de la commune. Donc, on attend le démarrage des secours d'urgence. Abdoul Aziz Ban. Autour de l'eau était ici le matin. Et jusqu'à présent, tous les jeunes du quartier se sont mobilisés pour chercher où évacuer l'eau. Malheureusement, on n'a pas pu évacuer l'eau. Il a fallu 166 mm de pluie pour mettre la commune de Kaffrine dans cette situation. La pluie tombait pendant 3 tours d'horloge a causé d'importants dégâts matériels. Beaucoup de maisons se sont effondrées. À cela s'ajoute des ruelles complètement occupées par les eaux. Pour le moment, les populations attendent le démarrage des secours d'urgence. La capitale du Ndoukoumane n'a pas enregistré de pluie de ce genre depuis 1950. Voilà des kits d'hygiène composés d'eau de javel, de bassines et de récipients de lavage des mains. Bref, du matériel de prévention et de désinfection contre les maladies diarrhéiques. Ce matériel a été remis à des habitants du quartier Wagouniaï 2 qui étaient envahis d'eau usée. Une situation vite maîtrisée par les services de l'ONAS et du service d'hygiène de Dakar, Moussa Mané. Nous sommes certes en hivernage, mais ces eaux ne tombent pas du ciel. À l'origine, un tuyau d'eau usée cassé au cours des travaux de cet immeuble. L'eau a envahi les maisons et la rue. Grâce à la synergie d'action de l'ONAS et du service d'hygiène, un travail de désinfection a été effectué. Aujourd'hui, il s'agit de distribuer des kits d'hygiène pour lutter contre les maladies diarrhéiques. Une pratique continue du lavage des mains au savon, la désinfection du milieu avec l'eau de javel, avec l'aquatap, mais également l'usage des lave-mains, c'est important. Et la décontamination, quand on rentre dans le milieu souillé, arrivé, il faut faire un lavage complet du corps avec du savon. Il faut nettoyer les habits qui sont touchés et éviter que les enfants et tout le monde marchent à pieds nus sur eux. Et les toilettes, il faut les désinfecter de façon continue. Les denrées alimentaires, il faut une protection rigoureuse pour éviter qu'il y ait l'effet de circulation des mouches et des contaminations croisées dans une situation pareille. 9 maisons ont été concernées. Les habitants qui ont salué les opérations de désinfection se disent prêts à traduire en acte les conseils. Ils ont déjà eu à désinfecter toutes les maisons. Ce matin, ils reviennent avec ces kits sanitaires. Nous ne pouvons qu'apprécier à sa juste valeur. Enfin, nous allons les appliquer. Je ne dis même pas essayer, mais nous allons les appliquer. Parce qu'en fait, c'est des instructions qui ne sont pas pour nous tout simplement, pour nous les sinistrés, mais c'est pour tout le peuple sénégalais qui vont regarder à travers vos médias. Ces eaux usées avaient causé des nuisances olfactives aux populations. Elles ont engendré une charge négative pour l'environnement. On a ouvert même une enquête administrative pour déterminer les circonstances et les causes et empêcher le retour d'une telle situation en vue de sauvegarder la santé de l'environnement, mais également la santé des populations touchées et affectées. Pas de cas de maladie diarrhéique à signaler. La situation est vite maîtrisée. Toutefois, les opérations de désinfection vont se poursuivre, assurent les agents du service d'hygiène. Pikine est sans doute l'un des quartiers les plus touchés par les inondations à Dakar. 24 heures après les dernières pluies, beaucoup de zones de cette localité sont encore sous les eaux et de nombreuses familles ont été obligées donc de quitter leur domicile à Ramdao. À l'entrée de Pékin déjà, les eaux se signalent. Elles stagnent sur une route incontournable et tout autour, on en souffre. Clients yëpp dañ doon ñëw 5 pour 5 mais fi mu toll nii mënatoo gis kenn lu ñu yóbbul kër ga njaboot gi sax mënuñu koo am parce que kuy ñawlu si bopp te war nga jaar fu set mais fi mu toll mënuñu fee jaar ndox mi.
Décor de sinistre, cohabitation forcée avec les eaux. Nous sommes un peu plus à l'intérieur, à Wakhinane 3. Dans cette maison, on a sauvé ce qui pouvait l'être, évacué ce qui pouvait partir, mais on n'est pas allé bien loin. On est désemparés, on est dehors toute la journée avec la famille. L'eau est très sale, on ne sait que faire. L'eau a gagné presque tout le quartier. Bon nombre de familles ont été hébergées. Pompe bi no amone dafa paan ñi ngi ci diko dépanner amuñu moyen amuñu gasoil amuñu dara ñoo ngi démerder motax li gis nga nim mel ndox mi buma duggé sama kër fi la may agsi. C'est le cri du cœur de tous les sinistrés. Les motopompes ne sont pas encore trop visibles dans ces quartiers flottants. Les quelques trouvés sur place sont la propriété de jeunes de Wakhinane. Ndox mi wañéku na ndox mi mel won ni quoi dafa sentiré won koñ bi yépp. Ñun suñuy moyen lañuy régler lépp lu nga xam ne moom la ñuy def ci koñ bi même problème mu carburant boo ko buggee sax fii da ngay dugg ci biir askan bi pour laaj leen ñu cotiser dugal xaalis pour yow après nga mën a liggéey. En attendant d'autres secours, cette unique pompe devra surpasser ses capacités. Des dizaines de maisons comptent sur elle pour se remettre au sec. Voilà, certains quartiers sont envahis par les eaux après les fortes pluies. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le ministre Khadim Diop, ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, vous avez suivi avec nous ces images à Kaffrine, Thiès et dans la banlieue dakaroise. Beaucoup d'eau dans les quartiers. Absolument. Donc, peut-être nous allons commencer par Thiès, où des images montraient. Concernant le quartier d'Enghent, que nous connaissons bien, que nous avons déjà visité il y a peut-être moins de 3 semaines, ce quartier est vraiment une zone d'inondation occupée par des populations et cela nécessite effectivement un programme de relogement qui est déjà en cours. Et je pense que lors de ma tournée, j'ai eu à annoncer que dès l'année prochaine, un programme de relogement qui a déjà été étudié sera consacré à ce quartier pour reloger 150 à 200 familles. Ça, je pense que le gouvernement a déjà bien pris en charge ce volet. Lorsque je prenais en charge donc le ministère en charge de la restructuration et de l'aménagement des zones d'inondation, le ministère de l'Habitat déjà commençait à travailler sur ce projet que nous allons continuer. Et sur 2014, nous allons effectivement construire des logements sociaux pour reloger ces populations qui ne peuvent pas avoir d'autre solution que de quitter ces bas-fonds qui ont été occupés, mais comme on le sait, si on occupe la maison des eaux, lorsque les eaux rentrent à la maison, elles chassent tout autre occupant. Donc maintenant, nous ne pouvons pas laisser les populations à elles-mêmes. La mairie, certes, a fait des efforts, mais le ministère également et la Brigade nationale des sapeurs-pompiers effectuent un travail de pompage. Évidemment, c'est plus compliqué dans cette zone parce qu'en fait, la nappe affleure à ce niveau. Et lorsque vous faites face à des eaux qui tombent du ciel et à des eaux qui viennent du sous-sol, ça devient un peu plus compliqué. C'est pour ça que nous demandons un peu de patience aux populations, le temps que le programme de relogement soit mis en place et en attendant, des efforts seront faits pour soulager ces populations de ces maux. Peut-être enchaîner avec Kaffrine. Par rapport à Thiès, il y aura peut-être une zone de recasement. Est-ce que cette zone a été déjà identifiée? Cette zone a effectivement déjà été identifiée au niveau de la ZAC de Thiès. Nous avons d'ailleurs visité cette zone lorsque nous étions en tournée pré-hivernale au niveau de cette localité. Et nous sommes très avancés dans ce projet. Nous savons ce qu'il faudra faire. Et dès l'année prochaine, nous ne pouvions évidemment pas lancer tous les chantiers partout au Sénégal. Il y a une priorisation qui a été faite, donc il fallait commencer par une zone. Et là, dès l'année prochaine, donc effectivement, c'est construction de logements sociaux. Pour ces logements, on parle de 2 milliards. Est-ce que les fonds sont déjà en place? Vous savez, l'État fonctionne exercice après exercice. Donc pour les logements qui sont en cours d'être réalisés à Dakar, non seulement les fonds sont réunis, mais la trésorerie même a été mobilisée. Et c'est autrement beaucoup plus consistant que cela. C'est autour de 17 milliards plus 4 milliards de viabilisation, ça fait 21 milliards. Donc, nul doute que l'année prochaine également, le gouvernement du Sénégal, avec déjà des efforts colossaux qui ont déjà été faits, fera d'autres efforts pour trouver le financement pour Thiès, mais également pour d'autres régions où nous avons des populations à reloger à Joal pour pouvoir faire la restructuration des quartiers inondés, à Fatick, à Saint-Louis, mais également à d'autres villes du Sénégal qui sont concernées par les inondations. On a vu sur les images Fatick également.
Oui, Fatick également. Il y a eu 166 mm de pluie. Oui, c'est peut-être Kaffrine, vous voulez parler de Kaffrine. Voilà, Kaffrine, c'est ça. Effectivement, Kaffrine a connu des pluies vraiment exceptionnelles et l'élément a parlé de pluies exceptionnelles, plus connues depuis 1950. Vous imaginez bien que la ville de Kaffrine a maintenant une allure autrement beaucoup plus, en tout cas urbaine qu'en 1950, ce qui entraîne que la capacité d'infiltration des eaux est devenue faible. Il y a évidemment une canalisation, mais ça reste largement insuffisante. Donc nous, avant l'hivernage déjà, nous avions pris sur nous de faire un travail pré-hivernal qui consistait à, disons, entretenir le réseau qui existait sur Kaffrine. Et également, nous avions prévu également de reprofiler un peu des zones pour aménager des bassins, mais avec les pluies d'hier qui sont vraiment d'une quantité exceptionnelle. Dans un premier temps, il fallait soulager les populations et en cela, nous avions dépêché sur place des camions hydrocureurs. La BNSP également a mis en place un dispositif de pompage qui a été renforcé aujourd'hui. Hier, malheureusement, les camions passaient par la voie qui vient de Nibi, qui a été coupée toute la journée d'hier, ce qui faisait que les camions étaient obligés de contourner, de faire un long contournement par Diourbel, ce qui a retardé un peu leur arrivée. Mais à l'heure où je vous parle, 6 camions pompeurs sont en train de faire le travail. Et le dernier pointage que j'ai eu à faire juste 30 minutes avant d'arriver à ce studio nous montre qu'effectivement la situation tend à redevenir contrôlable. On a entendu le cri du cœur peut-être du maire de Kaffrine qui disait que sa ville n'a même pas de caserne de sapeurs-pompiers. Peut-être interpeller votre collègue du ministère de l'Intérieur. Je pense que c'est des choses qui viendront naturellement. Kaffrine a été érigée en région il n'y a pas longtemps. La volonté du chef de l'État est de doter tous les chefs-lieux de région et tous les chefs-lieux de département, de casernes, de sapeurs-pompiers. Donc je pense que ça n'arrive pas encore, mais ça ne va pas tarder à arriver. Évidemment, c'est assez compliqué. C'est le sort d'une nouvelle région qui a été créée par une volonté politique pour pouvoir réaliser un développement économique de cette région. Les aspects sécuritaires et de protection civile également font partie du développement économique d'une région et je pense que ça ne va pas tarder. Évidemment, nous avons aussi suivi hier son cri de cœur par rapport aussi à la prise en charge par les autres structures. Je tiens à préciser à l'endroit de tous les Sénégalais que notre mission est d'abord de coordonner et d'assurer la cohérence de l'ensemble des intervenants dans la gestion des inondations, que ce soit le ministère des collectivités locales, puisqu'il y a un volet géré à ce niveau par projet, que ce soit au niveau du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, puisqu'en fait l'assainissement classique également, malheureusement, puisque nous n'avons qu'un seul réseau, l'assainissement classique va avec l'assainissement des eaux pluviales. Et également le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, cette mise en cohérence qui fait que nous tenons toutes les semaines un comité national de gestion des inondations qui, outre ces ministères également, regroupe l'ensemble des structures qui interviennent, qui réalisent des ouvrages comme Ageroute, APIX, l'ONAS, etc. Justement, Monsieur le ministre, parlant des ouvrages, on est en plein chantier alors que l'hivernage s'est déjà installé. Ça pose problème. Absolument. Peut-être terminer sur mon propos de tout à l'heure pour dire que donc, cette mise en cohérence fait qu'il y a vraiment cette synergie des interventions. Il y a eu effectivement quelques retards puisque le dispositif peut-être n'était pas tout à fait prêt à l'entrée dans la ville même de Kaffrine et qu'il fallait déployer depuis d'autres villes, ce qui a fait que nous avons eu quelques retards que nous avons rattrapés. Et vous parlez d'ouvrage, effectivement, ça me permet de faire peut-être une transition vers le dernier élément qui concernait justement la banlieue dakaroise. Effectivement, nous avons eu, moi je n'ai pas envie d'appeler ça des retards, parce qu'en fait le retard, c'est par rapport à un planning d'exécution qui n'est pas respecté. On ne parle pas de retard, c'est que ça coïncide avec l'installation de l'hivernage, ce qui pose problème. Absolument, vous avez parfaitement raison que les ouvrages qui doivent servir pour l'hivernage, si les ouvrages ne sont pas prêts, effectivement, dans l'esprit du Sénégalais, il peut considérer que nous avons eu des retards. Mais c'est pour dire que nous nous sommes levés au bon moment pour donc réaliser les études et puis faire les marchés pour arriver maintenant à la réalisation de ces ouvrages qui, une fois terminés, vont apporter vraiment un plus par rapport à la banlieue. Je parle des 5 projets qui sont aujourd'hui en train d'être exécutés au niveau de la banlieue. Je parle également des autres projets qui sont exécutés aussi, c'est Foire, à la route nationale, une Grand Yoff, mais également Touba et Bambey. C'est pour dire donc effectivement, nous savions déjà à l'avance que ces ouvrages ne pouvaient pas fonctionner comme il faut pendant cet hivernage. C'est pourquoi un dispositif d'appoint a été mis en place. Ce dispositif maintenant connaît quelques dysfonctionnements parce qu'en fait, ce qui est difficile dans la gestion de l'hivernage, c'est de pouvoir tester. Vous ne pouvez pas vous réhabiliter des ouvrages. Il y a des ouvrages qui nécessitent l'entretien ou donc une réparation, mais vous ne pouvez le savoir qu'à l'épreuve des pluies. Et hier soir, il est tombé 132 mm de pluie sur Guédiawaye.
l'élément est centré sur Pikine, mais Guédiawaye encore souffre beaucoup plus des eaux la nuit dernière. Mais là, je tiens à rassurer les populations que pour les stations qui avaient des problèmes hier et qui n'avaient pas fonctionné comme il faut, pour diverses raisons peut-être que nous ne pourrions pas développer ici, notamment Guy Sapot, Route des Niayes et SHS, aujourd'hui l'ONAS a pu les remettre en marche avant d'entrer dans ce studio. Et sur l'élément qu'on a suivi à Pikine, les populations ont parlé de problèmes de motopompes. De motopompes, oui, mais ça, en fait, ça c'est différent. C'est très important également de préciser ici que l'État a mis à disposition des pompes au niveau des stations. L'État a réalisé des stations au niveau des bassins. Maintenant, s'il y a un dysfonctionnement au niveau des bassins, les eaux ne partent pas suffisamment au niveau des bassins. Mais quand on parle de petites motopompes que les populations ont mises en place, c'est vrai, il faut les en remercier. C'est un effort, c'est un esprit citoyen nouveau qui fait que les populations sachent qu'elles doivent elles-mêmes se prendre en charge. C'est vrai que l'État a sa part dans la protection des populations, dans leur sécurité, mais elles ont elles aussi une part de responsabilité dans ça, et en cela c'est à saluer. Mais l'État a fait beaucoup d'efforts, notamment au niveau du bassin de Gounas qui nous a posé plus de problèmes aujourd'hui. Il y a eu un dysfonctionnement au niveau de la station, mais le raccordement était déjà fait. Beaucoup de dysfonctionnements, semble-t-il, il y en a beaucoup. De dysfonctionnement. Comme je disais tout à l'heure, à l'épreuve des premières pluies, on n'était pas habitué à avoir d'aussi fortes pluies dès les premiers jours de l'hivernage. Disons, l'hivernage s'est installé depuis longtemps dans d'autres régions, mais à Dakar, l'installation vraiment très significative de l'hivernage. Vous ne travaillez pas avec la météo alors? Si, la météo, mais nous n'avons peut-être pas d'aussi bonne précision par rapport aux prévisions. Aujourd'hui, on peut vous annoncer une pluie qui peut être importante, mais de là à quantifier le volume d'eau attendu, nous ne sommes quand même pas à ce niveau avancé de technologie. Mais tout ça est-il que nous ne sommes pas surpris parce que nous avons déjà travaillé. Mais le dispositif à l'épreuve de la réalité du terrain pour montrer des dysfonctionnements qui sont immédiatement corrigés. Je vous donne l'exemple tout à l'heure des stations de Guissapot, SHS et Route des Niayes. Là, nous sommes en train de remettre en place les stations de Amadou Bari, au niveau également de Cité Djonkop. Cité Djonkop, nous avions un problème parce que le groupe a sauté au dernier moment. Mais là, l'ONAS est en train de mettre en place 2 groupes de 200 kVA dont l'installation doit pouvoir se terminer cette nuit. Et pour ce qui concerne le bassin de Gounas, puisque le bassin de Gounas reçoit des eaux de bassin. Et lorsque le niveau des eaux qui arrivent n'est pas suffisamment pompé vers l'exutoire que constitue donc les lacs, nous pouvons avoir des eaux qui débordent. C'est pour ça que les maisons environnantes au bassin ont été envahis par les eaux. Là, je tiens à rassurer les populations que d'une part, nous étions en face de 2 problèmes, notamment la réalisation d'un deuxième dispositif de pompage. Ce dispositif aurait dû être réalisé la veille même de la Corée, parce que quand on était parti en tournée, le T qui permettait de connecter justement les dispositifs était déjà en place, mais il y a un petit défaut de coordination qui a été finalement résolu ce jour. Et à l'heure où je vous parle, la BNSP, la brigade des sapeurs-pompiers, est en train d'installer, et dès que l'installation que nous annonçons pour pouvoir être terminée dans 1 heure ou dans 2 heures de temps, le pompage sera repris et les eaux qui avaient envahi les maisons environnantes pourront être pompées pour avoir un niveau acceptable au niveau de ce bassin. À l'intérieur du pays, Monsieur le ministre, à Gossas notamment, on parle de 205 mm aussi. C'est ça, c'est un cumul. Donc, mais je termine juste sur la banlieue. La route de Talidialo au niveau de Thiaroye également a posé problème. Nous avons identifié le problème. Malheureusement, c'est une station également qui a un problème de fonctionnement, mais nous avons décidé d'y déployer. Qu'est-ce qui est à l'origine de tous ces problèmes-là de fonctionnement? Ça fait beaucoup de choses. Les populations utilisent souvent le réseau avec des eaux usées. Il y a beaucoup de dépôts d'ordures dans les stations même qui grippent souvent les machines. Et ceci n'est pas étranger à la situation que nous avions connue hier. Et donc sur Thiaroye, nous sommes en train de déployer une électropompe de 1200 m3 qui, une fois installée, permettra de prendre en charge entièrement ce problème au niveau de Talidialo. Donc, comme vous l'avez dit... Est-ce qu'il ne fallait pas prendre peut-être des mesures préventives avant l'arrivée de l'hivernage? Vous savez, c'est les mesures préventives qui ont été prises depuis des mois. Nous travaillons à cela. Mais face à certains comportements peu citoyens, nous sommes désarmés. Vous avez beau préparer, entretenir, curer un canal, si les populations continuent à déposer dans le même canal les mêmes ordures qui avaient causé le problème restera entier. Si vous avez fait un réseau pour des eaux pluviales et que les populations les utilisent pour leur eau usée, le problème restera entier. Et là, j'en profite vraiment pour lancer un appel aux populations pour qu'elles sachent que les ouvrages, si les ouvrages fonctionnent, c'est pour elles d'abord que ça fonctionne. Si maintenant elles utilisent
utilise ces ouvrages à d'autres fins. Lorsque les ouvrages dysfonctionnent, malheureusement, c'est contre elle que ce dysfonctionnement va être enregistré. Et nous sommes obligés, nous, parce que c'est notre mission de service public, de revenir chaque fois, de refaire un travail dont nous aurions dû nous passer. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de la question, Monsieur le ministre. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation, Monsieur Khadim Diop. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La suite de l'actualité, le Mali a donné une leçon de démocratie à l'Afrique et au monde, mais derrière l'image, il y a la réalité qui commande des solutions d'urgence, selon le professeur Bakary Samb, invité ce soir de l'émission hebdomadaire Le Point. Le politologue liste les défis que le nouveau pouvoir est appelé à relever. Voici un extrait de l'entretien. Quel que soit le candidat élu, il sera un président de transition. C'est dans les faits. Vous avez les accords de Ouagadougou qui attendent là, qui frappent à la porte, les accords qu'on appelait des accords préliminaires, qui permettaient simplement de pouvoir organiser les élections. Et maintenant la question Touareg va se poser comme étant une question cruciale sur l'agenda du nouveau président. Et là il a 60 jours pour engager justement les négociations. Avec l'ampleur de la tâche, de la reconstruction urgente du Mali, la réconciliation nationale, voilà qu'une question brûlante. Qu'est-ce qui se dessine à l'horizon par rapport à ces négociations, par rapport à Kidal, aux groupes armés du Nord? Il a été ferme pendant la campagne en disant qu'il ne transigerait pas, en disant qu'il est l'homme fort, en disant qu'il va faire de sorte que la loi s'impose. Vous savez, les prédécesseurs d'Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, notamment a toujours gouverné par consensus. Une forme de consensus démocratique qui en fait était un leurre. Voilà, vous pourrez suivre l'intégralité de cette émission à la fin de ce journal, émission animée par Ousmane Ngarifay. Des dizaines de morts après la dispersion des partisans de Mohamed Morsi. L'opération a en effet tourné donc au baie de sang. Le ministère de la Santé parle de 105 victimes. L'opération de déguerpissement des partisans de Mohamed Morsi, des campements qu'ils occupaient depuis 6 semaines dans la capitale, a tourné au bain de sang. Les blessés ont afflué toute la journée dans les hôpitaux, totalement débordés. Des images insoutenables de corps déchiquetés par balles. À la mi-journée, des dizaines de corps étaient entreposés dans des morgues improvisées, ouverts aux journalistes. Ce médecin explique qu'il a déjà reçu une vingtaine de corps dans cet hôpital de campagne installé dans une mosquée. Les victimes ont reçu des balles dans la tête, la poitrine et les jambes. L'opération a démarré ici, dans le camp de Rabat al-Adamiya, au nord du Caire. Des milliers de partisans du président déchu, Mohamed Morsi, ont été réveillés par le vacarme des hélicoptères de l'armée, tournoyant au-dessus de leur tête, alors que la police anti-émeute encerclait le site pour les en déloger. Avec des lance-pierres, des cocktails Molotov, mais aussi des fusils, les manifestants ont tout essayé pour retarder l'assaut final. Sur la place de Narda, des bulldozers de l'armée ont enfoncé rapidement les barricades, tandis que les forces de l'ordre arrosaient la place de grenades lacrymogènes. À la mi-journée, le grand cheikh Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, a lancé un appel au dialogue. Il met en garde contre l'usage de la violence et invite toutes les parties à privilégier une solution politique. Le couvre-feu est désormais en vigueur au Caire et dans plusieurs villes de province. La communauté internationale a unanimement condamné ces violences. Donc, suite à ces événements, Mohamed El Baradei a présenté sa démission au président par intérim. Par ailleurs, l'état d'urgence a été instauré dans tout le pays. Un couvre-feu a été aussi décrété au Caire et une dizaine de provinces. Au Mali, le capitaine Amadou Sanogo devient général de corps d'armée. Le Conseil des ministres a validé sa nomination. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère malien de la Défense. Toujours sur l'international, au Proche-Orient, c'est parti pour les négociations entre Israéliens et Palestiniens. Après 3 ans de blocage, les discussions reprennent sans illusion. Pour annoncer la couleur, Israël a libéré 26 prisonniers palestiniens. Préalable aux négociations de paix qui s'ouvrent aujourd'hui à Jérusalem, 26 militants palestiniens ont été libérés mercredi des prisons israéliennes où ils étaient détenus depuis plus de 20 ans.
Malgré les protestations de familles de victimes, ils ont été transférés dans la nuit vers Gaza et en Cisjordanie, où ils ont été accueillis par des foules en liesse. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Rien n'est comparable à la liberté. Je suis heureux, mais nos frères sont toujours en prison. Une deuxième vague de libération doit intervenir rapidement. C'est le premier groupe. Nous allons continuer jusqu'à la libération de tous les prisonniers, a déclaré Mahmoud Abbas au cours d'une cérémonie de bienvenue organisée au siège de l'autorité palestinienne à Ramallah. 104 détenus doivent être libérés au cours des 9 mois de négociations qui débutent ce mercredi. Ils sont doublement honorés par leur combat et par l'ouverture des négociations. Que cela plaise ou non, nous sommes tous derrière notre président Mahmoud Abbas pour le soutenir dans ces négociations. Cette libération intervient en effet quelques heures avant l'ouverture de négociations cruciales voulues par Barack Obama et son secrétaire d'État John Kerry. Après 3 ans de blocage, les 2 délégations doivent se retrouver à l'hôtel King David de Jérusalem. Après des années de tensions où Israéliens et Palestiniens ne se parlaient plus, je pense qu'il est temps qu'ils se rencontrent et j'espère que cela débouchera sur quelque chose de positif. Mais après 65 ans de conflit, le pessimisme est de rigueur. Surtout que le gouvernement israélien a envoyé un mauvais signal en annonçant dimanche la construction de 2000 nouveaux logements à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Donc, le Sénégal a l'honneur en marge des journées culturelles. Cheikh Ahmadou Bamba, Mamor Mbacké Mourtada a été reçu au département d'État à Washington par le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines qui a salué les réalisations en matière d'éducation du guide religieux. Les 2 parties ont aussi évoqué, entre autres, l'envoi d'assistants culturels pour la formation des jeunes afro-américains et le programme Diaspora qui vise à favoriser le retour à la réinsertion des émigrés. Maïtiam. 1h30 d'horloge pour passer en revue tous les axes de coopération et de partenariat possibles entre le département d'État et les institutions Al-Azhar dont le guide moral, Serigne Mamor Mbacké, vient d'être reçu pour la 2e fois par les services de l'administration américaine. Très heureux d'accueillir le Cheikh ici aux États-Unis. Nous lui félicitons de tous ses projets et c'est très important puisque nous visons à encourager les jeunes Sénégalais de venir aux États-Unis. Nous encourageons également les jeunes Américains d'aller au Sénégal. Tell your story. Faites connaître vos réalisations, rajoute le diplomate américain qui salue l'ambitieux projet de l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Avec Serigne Mamor Mbacké, ils ont évoqué les 2 projets phares, celui concernant le fonds d'aide à l'investissement pour la diaspora, $50 000 par personne, et celui d'assistants culturels permettant à des enseignants de venir former les jeunes afro-américains dans les résidences Khadimou Rassoul, communément appelées centres culturels islamiques. Et nous avons félicité la confrérie Mori pour les activités, la promotion des jeunes, l'éducation des jeunes filles notamment, mais aussi pour les jeunes dirigeants. Et c'était un très bon plaisir à recevoir des engagements et une disponibilité dont se réjouit la représentation diplomatique sénégalaise à Washington. C'est un petit pays. Notre ambition est de faire progresser ce pays vers l'émergence et le développement. Après le département d'État, le chef religieux dans sa mission de paix a rencontré le directeur exécutif de la conférence interreligieuse de Washington. Une institution qui regroupe 11 religions pour la promotion de la paix interreligieuse. Donc en sport, donc football, rencontre amicale, le Sénégal et la Zambie ont fait match nul 1 but partout. La Zambie a ouvert le score à la 2e minute par Moulenga. Le Sénégal a égalisé à la 7e minute par Damdoy. La rencontre s'est jouée cet après-midi à Saint-Leu-la-Forêt en région parisienne. Les Lions préparent le match des éliminatoires du Mondial 2014 prévu le 7 septembre prochain au Maroc contre l'Ouganda. Championnat du monde d'athlétisme, journée faste hier pour l'Afrique avec 5 médailles, dont 2 en or. Ce matin, 2 Sénégalais étaient en lice sur les concours du saut en hauteur, à longueur donc et du marteau. Tous 2 ont été éliminés. Dahaba.
Cette 5e journée des mondiaux de Moscou a été morose pour le Sénégal. Diskaba Badji, dans le groupe B, la première série du saut en longueur, n'a pu faire que 7,62 m et se classe 10e. Dans cette série, il fallait 8,10 m pour passer. Autre élimination, celle de Amisen. Dans le concours du marteau de ce matin, elle a fait 6,58 m, insuffisant pour se qualifier. Hier, Amadou Kasséane avait réussi à décrocher une qualification à temps. Le vice-champion d'Afrique est à sa première finale dans une première participation à un championnat du monde d'athlétisme et va s'aligner ce jeudi sur la finale des 400 mètres haies. L'Afrique s'est illustrée hier lors de cette 4e journée. Mohamed Anand de l'Éthiopie a décroché l'or sur les 800 mètres. Souleymane, classé 3e, donne au Djibouti sa 2e médaille dans l'histoire de ces championnats du monde d'athlétisme 2 décennies après. Et puis, le podium du 3000 mètres steeple a été 100% africain avec 2 Kenyanes et une Éthiopienne. Après l'athlétisme, la balle au panier, le basketteur sénégalais Gorgui Sy Dieng était face à la presse hier. Nouvellement drafté en NBA, il ambitionne de réussir dans la Ligue majeure. Gorgui Sy entend également investir dans l'éducation et le social pour aider les populations qui en ont besoin. Ibrahim Mboup. Gorgui Sy Dieng dans la cour des grands. L'enfant de Kébémer, 23 ans, 2,11 m, 111 kg, vient d'intégrer la très sélecte NBA, le plus grand championnat de basket de la planète. En vacances au Sénégal, l'ancien pensionnaire du site d'académie de Thiès lève un coin du voile sur son draft par les Jazz d'Utah. Il pense pouvoir relever le défi qui l'attend en mettant à profit ses qualités intrinsèques. Mon entraîneur, j'ai un entraîneur très exigeant. Il me pousse toujours à aller de l'avant. J'ai été préparé mentalement et physiquement. Mon souhait, c'est de réussir en NBA, faire partie des meilleurs et gagner des titres. Face aux journalistes, le pivot sénégalais a avoué que ses débuts aux États-Unis étaient très difficiles. Il était souvent au bord des larmes, mais il a toujours cru en sa bonne étoile, alliant sport et études. Interpellé sur son absence en équipe nationale, Gorgui Sy Dieng a tenu à lever toute équivoque. Il dit être un grand patriote. Sa non-participation à l'Afrobasket 2013 est seulement due à une saison difficile qu'il vient de boucler. Je suis un Sénégalais et l'équipe nationale m'intéresse. J'y ai fait mes grands débuts à l'âge de 18 ans. Mais il se trouve que j'ai beaucoup joué cette saison avec les préparatifs du draft et la Summer League. À cause de tout cela, je ne pouvais pas rejoindre l'équipe qui avait déjà débuté sa préparation. Je ne peux pas rester aux États-Unis jusqu'à la dernière minute et vouloir prétendre à une place. J'ai parlé avec le coach Sersar, on s'est bien compris, que tout le monde sache que j'aime mon pays. Drafté par les Jazz d'Utah, Gorgui Sy Dieng a été transféré chez les Minnesota Timberwolves, l'ancienne franchise de son idole, un certain Kevin Garnett. Récent vainqueur de la NCAA, le championnat universitaire américain avec les Cardinals de Louisville, Gorgui Sy Dieng a vu sa carrière prendre une nouvelle dimension. Calme et très humble dans son discours, le basketteur ne compte jamais oublier sa terre natale. Il entend même œuvrer dans le social et l'éducation, une façon pour lui de participer au développement de sa ville Kébémer et de son pays, le Sénégal. Et nous parlons du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur. L'État met en route un vaste programme d'infrastructures universitaires dans le cadre d'une réforme. Le Conseil présidentiel vient de s'achever tout à l'heure. À ce propos, écoutons le chef de l'État qui tire ici les enseignements de ces discussions. Le gouvernement a déjà engagé ces derniers mois des réformes structurelles d'envergure. Elles devront se poursuivre conformément aux décisions suivantes. Première décision, réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les formations professionnelles courtes. Je salue à cet égard la mise en place des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ISEP,
et l'Université du Sine Saloum de Kaolack qui ont le projet de former à des métiers. J'invite les assemblées d'universités à s'inscrire dans cette logique. Décision numéro 2, il s'agit de mettre les technologies de l'information et de la communication au cœur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur et l'efficacité du système. À ce propos, nous nous réjouissons du démarrage prochain des activités de l'Université virtuelle sénégalaise dès janvier 2014, université dont je viens de signer le décret de création. Bien entendu, s'il y a des améliorations à faire, nous sommes ouverts sur ce point. Décision numéro 3. Il s'agit d'améliorer le pilotage du système d'enseignement supérieur et de recherche et de réformer la gouvernance des établissements publics d'enseignement supérieur. Ce projet de loi s'appuiera sur un acquis, celui de l'autonomie des universités, mais doit intégrer les orientations et le rôle régulateur de l'État. Quoi que nous nous comprenons. Décision numéro 4. Instaurer une culture de la paix au sein des établissements publics d'enseignement supérieur en actualisant et en diffusant les textes sur les franchises universitaires afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens et en instaurant des comités permanents de dialogue social et des structures de médiation au sein de ces établissements. Décision numéro 5, favoriser la carrière des enseignants, des chercheurs et du personnel administratif, technique et de service. Il s'agit là d'une aspiration légitime de la communauté universitaire à laquelle le gouvernement devra prêter une attention particulière dans la révision des textes en vigueur. Décision numéro 6, faire de l'étudiant un acteur majeur de sa formation, favoriser sa réussite et améliorer ses conditions de vie. Pour améliorer les conditions de vie des étudiants, logement, restauration, prise en charge sanitaire, etc., les infrastructures sociales seront renforcées dans toutes les universités. C'est ainsi que j'ai décidé d'augmenter la capacité d'accueil des résidences universitaires de l'UCAD pour 1044 lits avant janvier 2014. À terme, au niveau national, 6700 chambres, 12 500 lits, 10 restaurants et 10 espaces sportifs et culturels seront livrés dans le cadre du programme d'urgence en cours d'exécution. Décision numéro 7. Renforcer la carte universitaire pour favoriser l'accès, diversifier l'offre de formation et assurer la qualité de l'enseignement supérieur. La carte universitaire que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche nous a présentée a été dessinée de manière consensuelle et elle tient compte de l'évolution des effectifs sur les 10 prochaines années. Nous veillerons à son respect strict, qui est une condition sine qua non de développement de l'enseignement supérieur dans notre pays. J'invite le gouvernement à hâter la réalisation des travaux en cours dans les universités de Thiès, Ziguinchor, Bambey, Saint-Louis, ainsi que ceux relatifs à la nouvelle université de Dakar, de Diamniadio, et de l'université du Sine Saloum, ainsi que l'université virtuelle et les instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Décision 8, donner un nouvel élan à la recherche et à l'innovation.
nous nous sommes engagés dans un vaste programme d'équipement des laboratoires de recherche qui connaîtra un début d'exécution en 2014. Nous comptons aller plus loin avec l'appui de nos partenaires en mettant en place un fonds national de la recherche et de l'innovation. Décision numéro 9. Ouvrir l'espace sénégalais de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'Afrique et au monde. Nous sommes désormais dans une mondialisation des universités et des laboratoires. Nous devons nous situer à la hauteur de cet enjeu. D'abord en permettant aux étudiants sénégalais de se former ici, dans de bonnes conditions, et à l'étranger, au besoin, tout en veillant à leur retour au pays. Puis en donnant l'occasion à des étudiants étrangers d'être bien accueillis et bien formés au Sénégal. Décision numéro 10, améliorer la gestion des budgets et des ressources propres des universités par la mise en place de procédures et mécanismes modernes et transparents. Un effort exceptionnel est demandé au gouvernement pour mobiliser 302 milliards pour le programme de développement stratégique de l'enseignement supérieur et de la recherche pour les prochaines années. Ainsi, le budget consolidé d'investissement du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sera porté à environ 18 milliards en 2014, 21 en 2015 et ce budget atteindra 23, passant par un pic de 26 en 2016 et 23 milliards en 2017. Une recherche de moyens additionnels devra être également menée auprès de nos partenaires dans le cadre de la coopération bilatérale et des partenariats publics-privés. Dans le même sens, le gouvernement devra veiller à stabiliser les ressources consacrées à l'enseignement supérieur dans le cadre du paquet. Voilà le chef de l'État qui a présidé ce mercredi le Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur. Avant de nous quitter ce communiqué, la Direction générale de la police nationale invite les candidats au concours direct de recrutement d'élèves agents de police session 2012-2013, régulièrement inscrits et qui n'ont pu effectuer la visite d'aptitude médicale à se rendre à l'infirmerie du camp Abdou Diassé, exceptionnellement le jeudi 15 août 2013 à partir de 7 h pour se faire examiner. La visite prendra fin le même jour à 18 h. Passé ce délai, tout candidat retardataire sera considéré comme absent. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.